La question qui s'est posée consistait à donner du sens à la visite du président par intérim syrien en France, invité par Emmanuel Macron. On se disait immédiatement qu'il y avait un problème. Dans notre perspective, la Syrie a été prise comme on prend un objet à quelqu'un, alors que les groupes de pseudo-résistance contre le gouvernement, instillés par les États-Unis et Israël, ont pris le pouvoir à l'occasion d'un coup d'État. Ok. De ce fait, les populations qui vont avec sont un lot supplémentaire qui peut servir en cas de besoin. Mais en tout cas, eux, ils font ce qu'on leur dit. Ce qui s'est passé, c'est que la Syrie, tout d'un coup, est devenue un pays ami. Et on s'est dit, levons les sanctions contre la Syrie. Il n'y a plus aucune belligérance à avoir contre la Syrie. Il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de fâcherie. Tout le monde est content. Ainsi, quand le président Macron a reçu euh, cette personne-là, qui est un djihadiste, chef d'Al-Qaïda, mais cette fois-ci avec un costume, mais plus avec un uniforme militaire américain ou dessiné spécialement pour l'État islamique. Tout d'un coup, on se pose la question, mais est-ce que c'est pas cette personne qui est responsable des attentats de Charlie qui ont eu lieu plus de 10 ans avant? Nous, on se pose la question. Visite officielle, la droite s'alarme. Macron reçoit officiellement le président de facto de la Syrie. Nanana. Il rencontre un ex-terroriste de Charlie Hebdo. Et donc là, le mot apparaît pour la première fois. Il suffit de faire la recherche à Charlie ici. Et comme on l'a fait déjà précédemment, on va retomber jusqu'à 2014, première apparition du terme Charlie où il apparaît 225 fois. Avant ça, il y est 000. Et ça commence le 7 janvier 2015, donc il y a exactement 10 ans, attentat à Charlie Hebdo. Je suis Charlie, c'est parti pour des listes et des listes d'articles. Qui a commandité l'attentat contre Charlie Hebdo? Par Thierry Messant, un article à lire. La paix, c'est quand la guerre est ailleurs. André Bouni. On a toutes les personnalités de l'époque, c'est très intéressant. Sur le fil de l'attentat à Charlie Hebdo, au moment où les événements étaient encore très frais, ce qui se passe quand un événement est encore très frais, c'est que toutes les hypothèses sont posées. Donc l'ensemble des analystes font des rappels historiques sur des cas similaires. Et peu à peu, les causes et les effets se regroupent en essayant de rester cohérent avec toute cette connaissance acquise, en général, du vécu de ces auteurs, parce que c'était des histoires d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans avant, d'il y a 40 ans avant. Il y a plein de références qu'on peut trouver où on a des éléments similaires qui montrent vers où il faut chercher une réponse. Parce que les questions ne sont pas claires. Et il est évident que personne ne se fie à la version officielle qui, elle, est donnée dans les 12 secondes après l'attentat, ce qui fait un peu louche quand même. Dans Qui a commandité l'attentat contre Charlie Hebdo, Thierry Messant ici va faire son petit tour de piste des reconnaissances. Et en particulier, ce qu'il fait, c'est qu'il pointe vers la volonté de créer une division dans la société, voire même une guerre civile. En tout cas, il met hors de cause d'éventuels agresseurs tels que c'est présenté, qui seraient venus pour simplement se venger. Ah, les choses ne sont jamais aussi simples que ça. On n'est pas dans un film hollywoodien. L'intérêt est exactement de prolonger les guerres en Afghanistan, en Irak et en Libye et en Syrie. Le but est de faire la guerre à la Syrie. Le but est d'avoir un prétexte. Donc, il est légitime de s'interroger sur, par exemple, le professionnalisme des personnes qui ont fait l'attentat et en particulier le fait qu'il n'ait pas réitéré ce que d'autres vrais musulmans avaient fait dans d'autres attentats. En l'occurrence, ils cherchaient surtout à effacer les traces de ce qu'ils trouvaient sacrilège par rapport à leur religion. Là, ça ne s'est pas passé comme ça. Ils n'ont pas cherché à détruire des symboles, mais juste, ils sont venus, ils ont tué, ils sont partis. Fin de l'histoire, de façon extrêmement militaire et précise. Les personnes qui ont été accusées
se demandaient sûrement ce qui leur arrivait. Et aussi, il y a une remarque qui dit que les témoins ont entendu que la personne en partant a dit dites que c'est Al-Qaïda au Yémen qui a fait ça. Ah d'accord, intéressant. Donc quand il parle du Yémen, il parle évidemment de ceci. Ça, c'était dans l'article de Pepe Escobar de l'époque. Lui aussi, il fait un tour de piste de ce qu'il connaît sur le sujet. Et en particulier, il pose la question qui profite? Cui bono? Seulement ceux dont l'agenda est de diaboliser l'islam. Même une bande de fanatiques ayant subi un lavage de cerveau ne se livrerait pas au carnage de Charlie pour montrer aux gens qu'ils les accusent d'être des barbares que eux ils sont, en réalité. Les renseignements français, au moins, ont conclu qu'il ne s'agissait pas là d'une affaire d'une bombette fourrée dans un slip. C'était un boulot de professionnel qui s'est déroulé tout juste quelques jours après que la France ait reconnu le droit à un État palestinien. Oh, tiens donc! Et juste quelques jours après que le général Hollande, dit comme ça, a demandé une levée des sanctions contre la menace russe. Oh, tiens donc! Parce que déjà en 2015, il y avait la menace russe. C'était une vraie menace puisqu'ils n'arrêtaient pas de leur donner des coups de pied dans les tibias. Donc ils avaient peur du retour de bâton. Donc c'était une menace. Normal quoi. L'administration Obama se gargarise devant le Conseil de l'ONU. Le FBI aide l'enquête française. Et comme un Italien analyste le dit mémorablement, on va le retrouver, tu vas voir, il est juste en bas. Les djihadistes ne s'attaquent pas à un fonds spéculatif vampirique, ils s'attaquent à un torchon satirique. Intéressant quand même, hein. Ils vont pas s'attaquer à une banque ou à quelque chose qui appartient à leur patron. Ils vont s'attaquer à quelque chose qui est symbolique et pratique. Voilà, comme ça, pas de problème. Et en plus, ce sont des gens qui eux-mêmes sont, sans le savoir, au service de ces gouvernements de dictature, ces dictatures en fait, ces oligarchies, en prônant un racisme gras. Et ce sont des agents très utiles, mais ce sont des pions. Et comme dans toute stratégie, en tout cas du point de vue d'une oligarchie, les humains ne sont que des objets à déplacer sur un échiquier et les pions sont les premiers à sauter. Quand on a besoin de faire griller un cerveau, on dit au premier des pions, le plus fidèle de tous, vas-y, va devant. Ah, allez. Ça sert à ça, c'est leur vocation. On a une vocation, on l'a et on en meurt. C'est normal. C'est la guerre. Hein. C'est pas le bonheur de faire rigoler les gens. Hein. L'administration Obama s'est déjà mobilisée pour offrir une protection de type mafia à une Europe de l'Ouest qui commence juste à manquer d'assurance face à la menace russe préfabriquée. Et comme il se trouve, juste quand l'Empire du Chaos en a le plus besoin, la maléfique terreur pointe encore le bout de son nez. Tiens donc, et oui, je suis Charlie, pas seulement parce qu'ils nous ont fait rire, mais parce que ils ont été les agneaux sacrificiels dans des jeux d'ombre beaucoup plus méchants, horribles et perpétuels que tout ce qu'ils imaginent dans leur humour stupide. Et pareil, l'analyste italien dont parlait Pepe Escobar, c'était lui, Giulietto Chiesa, qui justement, à cette occasion, dans cet article, a réussi à faire une tirade dans un média de grande écoute italien, sans se faire interrompre presque, et à dire tout ce qu'il avait à dire, ce qui est vraiment une performance en soi. Il est mort peu de temps après, hein, rassurez-vous, mais quand même, il expliquait que faut quand même pas prendre les gens pour des imbéciles. Bon voilà, quand on revient au présent, si après on veut continuer sur les développements qui ont suivi Charlie, après 2015 du coup, rien n'a changé depuis Charlie, bon ben voilà, on peut continuer, 77 articles dans les années 2016, du coup c'est décalé, pardon, 14 articles, 2 ans après, et pour avoir le fin mot de l'histoire, ben, ce qu'il faut c'est avoir un recul suffisant pour observer les tenants et aboutissants, et le recul suffisant qu'on rêve d'avoir pour comprendre les tenants et aboutissants de ce qui s'est passé à Charlie, c'est ça. C'est voilà la conclusion de l'affaire. Sans honte, toute honte bue, sans que personne ne pose la question, sans aucun problème, mais sans le moindre ombrage de doute ou de quoi que ce soit, sans la moindre suspicion et sans que personne n'ait le droit de faire le moindre commentaire. Tranquillou, le même mec revient à Paris sur un tapis rouge. Voilà.
Et donc on a ici quelque chose qui, quelle que soit sa nomination, il faut comprendre comment marche ISIS, Israël. C'est pour dire, hein, entre parenthèses, c'est quelque chose qui est créé pour pouvoir être un contre-pouvoir à l'intérieur même des pays qui veulent être attaqués par les États-Unis et Israël. En tout cas, le truc qui est certain, absolument tranquillement certain, c'est que toutes les manifestations de ISIS et Al-Qaïda, avant ISIS, parce qu'il y a un ordre précis dans les groupes, hein, d'abord il y a eu Al-Qaïda et ensuite c'est transformé en ISIS. Al-Qaïda c'était pour la guerre en Irak et ensuite c'est devenu ISIS pour les autres mouvements. Mais c'est pas exactement ça. En fait, Al-Qaïda c'est en premier rebellé. Donc ça s'est divisé en plusieurs groupes, les groupes qui restent fidèles à leurs entraîneurs et sponsors, et ceux qui se disent, maintenant, avec tout ce qu'on sait et tout ce qu'on a, on peut faire notre propre groupe de terrorisme. Et donc, ils essayent d'échapper à leurs propriétaires. Mais heureusement, pour les USA, il y a des personnes suffisamment infiltrées à l'intérieur pour garder le contrôle et garder des branches qui restent fidèles à la politique stratégique de guerre. Ainsi est né ISIS, qui prétend construire un État tranquillou et de dire voilà notre État, voilà nos lois, voilà comment on fonctionne. Quoi qu'il arrive, les États-Unis créent des monstres, des Frankenstein, qui sont des pseudo-terroristes, qui prennent leur indépendance et qu'il faut ensuite chasser et remplacer par d'autres nouveaux Frankenstein, d'autres nouveaux groupes terroristes qui peuvent supplanter les premiers et continuer ainsi le rôle. C'est pour ça que ça change de nom régulièrement. Et il y en a eu 4 ou 5 autres avant. Mais quoi qu'il arrive, on sait ce qui était important à savoir, c'est qu'aucun des groupes terroristes existants, d'aucune manière que ce soit, comme l'a fait remarquer Giulietto Chiesa et d'autres, ne sont pris à une quelconque officine occidentale ou de banque ou institutionnelle qui appartient au gouvernement belligérant que sont les États-Unis et Israël. Jamais Al-Qaïda ou ISIS ne s'en sont pris à Israël, à aucun moment. C'était vraiment la suggestion incroyable. Ce qui est important à savoir, c'est que dans les races campagnes françaises, les gens sont très satisfaits de la version officielle. Ils se disent « Ah, les méchants arabes, ils veulent notre mort et il faut les buter. » Voilà, comme ça, on résout le problème et ensuite, on va tous beaucoup mieux. C'est facile. Pourquoi ils ne le font pas, hein? Ah, ils sont trop gentils sûrement, nos politiciens. Enfin bref. Ceci pour dire que c'est arrivé de ce politicien israélien, en fait, à la solde d'Israël, qui actuellement est occupé à partager les terres entre la Turquie et Israël. C'est-à-dire qu'il laisse les mouvements au sud et au nord grignoter la Syrie. Lui, il remplit parfaitement son rôle. C'est un pantin très pratique. Et le recevoir publiquement permet de lui donner une assise qui justifie ensuite de lever les sanctions, de réparer des petites choses qui sont restées comme ça en désordre. Et voilà le travail. Mais donc, du coup, toute cette opération, mine de rien, se trouve être la conclusion de l'époque de Je suis Charlie. Voilà, c'était pour dire ça. Merci.